Madame, Monsieur, bonsoir. Souveraineté alimentaire et perspectives d'avenir pour la filière oléagineuse au menu de questions éco ce soir. Le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative représente une véritable feuille de route qui a fixé les priorités socio-économiques stratégiques du pays. Parmi ces priorités, celle de la souveraineté sous toutes ses formes, dont alimentaire, avec bien sûr la flambée des prix des matières premières et leurs répercussions sur le consommateur marocain. Cette question est un peu plus cruciale aujourd'hui. Focus donc ce soir sur une de ces filières, celle des huiles de table, et afin de renforcer ce secteur oléagineux et d'augmenter son rendement d'ici à 2030, eh bien, le programme Maghreb oléagineux s'ouvre sur de nouvelles voies de développement de la filière marocaine, notamment de colza et de tournesol. Nous en parlons avec un spécialiste en la matière, en la personne de Hassan Ben Abdelrazak, cofondateur d'AgroConcept, un bureau d'études spécialisé dans les dossiers agricoles. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Hassan Ben Abdelrazak, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes également ancien secrétaire général des Affaires générales et ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et que vous avez cofondé donc ce bureau d'études spécialisé dans les dossiers agricoles. Alors, avant de parler d'agriculture dans le nouveau programme gouvernemental, parce que c'est d'actualité, si on rappelait peut-être avec vous, qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire ? Écoutez, c'est d'être capable de nourrir sa population. Et de manière souveraine, c'est-à-dire sans être l'objet ou le sujet de chantage à l'arme alimentaire. D'accord? Donc, fondamentalement, de ne pas être en situation de dépendance telle que vous ne soyez pas en situation de contrôler l'approvisionnement de votre pays. Ok, je pense que alors je fais attention au choix des mots parce qu'il ne faut pas le comprendre comme étant une autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire Voilà, justement, produire c'est tout ce ça. qu'on Parce consomme. qu'il y a un amalgame entre autosuffisance et souveraineté alimentaire. Ma question, d'ailleurs, était dans ce sens, Monsieur Ben Abdelazar, c'est bien que vous le souleviez. Ben écoutez, le Maroc est inséré dans l'économie mondiale. Le Maroc a beaucoup profité de son insertion dans l'économie mondiale. On n'aurait pas aujourd'hui un secteur comme le secteur automobile ou aéronautique si on n'était pas intégré aux filières de production et à l'échelle mondiale. Du point de vue alimentaire, je répète, ce qui est important, c'est de ne pas être le sujet de chantage par un pays dominant qui vous impose des conditions politiques qui vont à l'encontre de votre souveraineté en termes comprise comme la capacité de décider de votre destin et de vos choix. C'est ça qui est important. Ça signifie deux choses fondamentalement: avoir suffisamment de ressources financières pour pouvoir s'approvisionner, d'accord, c'est une chose, et produire un minimum et gérer ses stocks un minimum. D'accord. C'est ça qui est important. Hein. Je veux dire, c'est un peu dangereux de considérer que souveraineté alimentaire signifie autosuffisance, parce que l'autosuffisance est probablement pas très réaliste compte tenu des ressources naturelles dont nous disposons. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, à travers les échanges agricoles, le pays importe beaucoup d'eau. Hein, de manière paradoxale, nous compensons la faiblesse des ressources en eau du pays par de l'importation de cultures qui nécessitent beaucoup d'eau pour être produites, et on dégage, d'après les études qui ont été faites, un excédent en eau
et cet excédent en eau, c'est quelque chose d'important pour le maintien des agricultures à haute valeur ajoutée que nous produisons au Maroc et que nous exportons. C'est bien plus facile de d'échanger un kilo de tomates contre 20 ou 30 kilos de céréales, on gagne au change. Si on fait la conversion en eau consommée, on gagne au change en eau et on gagne au change d'un point de vue économique, quoi. Donc, c'est important de toujours faire cette distinction. Alors, la souveraineté, ça signifie ne pas se retrouver sujet d'une arme alimentaire quelconque. Hein. Les grands moments, ça a été à l'époque de l'URSS où les Américains ont fait un blocus de l'URSS pour les livraisons de céréales et de maïs, et ça avait été un choc important pour leur économie, et ils se sentaient complètement amoindris dans leur souveraineté de devoir dépendre de l'ennemi de la guerre froide pour l'alimentation de leur population. Donc Très voilà, bien. je pense Alors qu'on justement, a... alors est-ce que quand on parle, et c'était l'un des vœux exprimés par le souverain dans son dernier discours à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative par rapport à cette souveraineté et aussi par rapport à la création d'un système national intégré du stock stratégique. Quand on parle de stock stratégique pour le Maroc, à part les céréales, quelles sont les autres denrées qui pourraient constituer ce stock stratégique pour le Maroc? Bah, écoutez, les denrées clés, c'est sucre, huile végétale, bien évidemment, les céréales, et puis les autres produits qui sont de consommation courante. Maintenant, on a déjà, je veux dire, une démarche de constitution de stock. Les importateurs sont obligés de garder un stock minimal en matière de céréales. Nous avons des capacités de stockage pour les semences. Nous avons un certain nombre d'outils qui existent déjà, y compris dans l'importation de l'huile de graine. Hein. Je veux dire, il y a des obligations qui s'imposent. Alors, maintenant, je crois que le souverain et insiste sur l'importance de la préservation de la souveraineté et de ne pas être dans une dépendance qui peut se traduire par des pressions politiques fortes. Hein. Je veux dire, on a vu hein, très récemment le débat sur la coupure du gazoduc. On voit bien que le commerce peut être asservi à des objectifs politiques. Le Maroc ne veut pas être en situation de dépendance et donc doit trouver un équilibre entre ce qu'il produit, ce qu'il importe et son stock de sécurité et de manière à préserver sa souveraineté. Je pense que c'est des orientations qui sont les orientations naturelles et qui montrent la sagacité de notre roi bien-aimé pour faire face aux problèmes de notre développement tout en préservant notre autonomie et notre indépendance. Alors, bon, cela dit, cette autosuffisance, et notamment en termes d'oléagineux, elle n'est pas près d'arriver. Mais si on revenait peut-être sur l'objet même du débat sur ce secteur des oléagineux, celle de la flambée des prix à l'international, et ce, depuis plusieurs mois maintenant. Bon, les prix se sont légèrement stabilisé, mais pas vraiment. Est-ce qu'on peut parler de meilleures perspectives à l'avenir par rapport à l'évolution des cours des matières premières, notamment celles dont nous avons grandement besoin au Maroc? Je parle ici des céréales que nous apportons, mais aussi des oléagineux. Je je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Je veux dire, si Certainement j'étais pas. certain de mes prévisions, je serais trader en matière première.
premières et milliardaires. Mais est-ce Donc, qu'il y a des signes il y a, annonciateurs? C'est ça ce que je veux c'est- savoir, par rapport au stock alors, euh, justement, et notamment par rapport aux géants chinois. écoutez, les matières premières fonctionnent de manière cyclique, hein. Toutes les matières premières fonctionnent de manière cyclique, c'est-à-dire comme il y a un délai entre le moment où vous mettez en place des capacités de production supplémentaires et le moment où vous les obtenez, sur le marché, présent sur le marché, bah, il y a des fluctuations naturelles. Lorsqu'il y a un excès de demande instantané sur le marché, bah, les prix flambent parce que c'est la seule manière d'équilibrer. Alors, quand les prix flambent, ça veut dire que la rentabilité de la production s'améliore, que la rentabilité de la production s'améliore, on met en place des nouvelles capacités, et le temps que ces nouvelles capacités permettent de résorber l'excès de demande, vous avez une période de flambée des prix. Okay. Donc, la situation que nous connaissons, c'est une situation d'excès de demande associée à une reprise économique à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays développés, qui est très vigoureuse pour le moment, que nous avons également des phénomènes d'ajustement à la crise de Covid en matière d'exploitation des ressources. Nous avons des règlements climatiques qui ont fait que certains producteurs importants ont eu des productions inférieures. Donc nous sommes dans une conjonction qui fait que les prix sur les céréales et les oléagineux sont naturellement sont naturellement à la hausse. Alors, ce qui est certain, c'est que cet excès de demande va être résorbé, hein, comme tous les excès de demande, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des prix qui fait qu'on en consomme moins si l'augmentation des prix est transmise aux consommateurs, hein, et on a une augmentation des prix qui fait qu'on produit plus si la transmission des prix est transmise aux producteurs. Alors, maintenant, on a quand même un contexte macroéconomique particulier, hein. Je veux dire, nous avons une situation de reprise de l'inflation. Dans les économies développées, ou en Chine, au Brésil, en Inde. Nous avons une situation de reprise de l'inflation et on ne sait pas très très bien en réalité Mhm. si les banques centrales vont être capables de la résorber. Pour le moment, ils disent que c'est une inflation transitoire associée à la reprise de l'activité économique et aux perturbations des chaînes de production internationales, mais on ne sait pas. Alors, si on a une vraie reprise de l'inflation, de toute manière, il y aura une composante inflationniste pour la formation des prix, mais cette composante inflationniste, elle touchera tout. Elle ne touchera pas Exact. simplement les prix, quoi. Donc, Mhm. à terme, euh, dans l'économie réelle, on a une période d'une année probablement dans laquelle on aura des prix plus élevés, sous réserve qu'on n'ait pas des chocs climatiques ou des chocs qui changent la nature de la reprise et qui viennent reperturber l'approvisionnement. Et on a cette question de l'inflation macroéconomique associée aux politiques des banques centrales dans les pays développés qui ont créé énormément de liquidités et qui fait que cette liquidité, ben, elle a tendance à se dissiper en inflation. Donc, c'est une composante à prendre en compte. Mais Très bien. voilà, normalement, l'inflation, c'est aussi l'inflation des salaires, hein. Si on rentre dans un cycle inflationniste, ça veut dire que Oui, les revenus vont augmenter, quoi, hein. Je veux absolument. dire, Alors, même bon, si c'est une euh, illusion.
si peut-être qu'on va parler aussi de cette hausse des prix qui n'a rien à voir avec cette poussée inflationniste que vous évoquiez, et notamment qui a fait débat dans la société marocaine, c'est la hausse des prix des huiles de table, des huiles végétales en l'occurrence, à cause dans la foulée d'une flambée des prix des matières premières. Je parle ici de tournesol, de colza sur les marchés internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le sujet a été, j'ai envie de dire, ressorti, ou il est revenu d'actualité après cette flambée des prix, après la hausse des prix, qu'on pouvait développer cette filière des oléagineux au Maroc, afin d'aspirer, peut-être pas à l'autosuffisance, mais d'aspirer à au moins une bonne base locale, nationale, de production des graines. Alors, quelles sont justement ces pistes de renforcement de la filière, selon vous, Hassan Ben Abdelrazak? Alors, sur les oléagineux, on a un vrai potentiel de croissance de la production intérieure. On a un vrai potentiel d'intégrer certains oléagineux, pas tous, dans les assolements de production. En particulier, on a des avantages sur le colza et le tournesol qui s'intègrent bien dans les rotations, c'est-à-dire les séquences de production conduites dans les terres en bourg et un peu en irrigué. Donc, on a un potentiel de développement. Ce potentiel de développement n'a jamais été complètement exploité parce que on s'est un peu trop ouvert sans suffisamment protéger nos intérêts. Je veux dire, les accords d'exonération des droits de douane sur les tourteaux avec les États-Unis sont des choses qui sont peut-être favorables pour la partie de l'élevage, mais pas nécessairement très très favorable à ce projet. Aujourd'hui, impulsé par les transformateurs industriels, je veux dire, il y a un intérêt à repartir vers de la production interne et l'évolution des marchés mondiaux aide bien. D'accord ? Donc, il y a une opportunité, il y a des acteurs qui sont prêts à s'investir là-dedans et ils viennent avec un modèle qui est le modèle qui a été mis en œuvre en Europe, en France en particulier, et qui a donné des résultats très très satisfaisants d'organisation de la filière. Aujourd'hui, la filière des oléagineux, tout compris en France, elle est dominante par rapport à la filière céréalière, ce qui n'est pas du tout le cas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc on est dans cette perspective. Alors de quoi s'agit-il? C'est quelque chose de très très pas très compliqué. Il s'agit d'organiser les agriculteurs en groupements de producteurs pour pouvoir renforcer leur capacité à mutualiser les services, à mutualiser le stockage, à mutualiser la commercialisation, la logistique, de manière à réduire les coûts de commercialisation et d'améliorer l'intensité de l'utilisation des autres facteurs de production de manière à être plus efficace. Donc, un gros paquet est mis sur groupement de producteurs qui mutualisent et qui servent de point d'ancrage pour la diffusion des bonnes pratiques agricoles, la diffusion du bon paquet d'intrants, la diffusion des bons paquets. Alors, ces groupements de producteurs livrent à l'unité de transformation et l'unité de transformation, elle les contracte dans des conditions rémunératrices. D'accord ? C'est quelque chose que le Maroc
connaissait bien dans le passé. C'est quelque chose que la stratégie Green Generation essaye de réencourager, son souci de développement de classe moyenne, de remettre les agriculteurs et les exploitants au cœur du processus. Ça veut dire concrètement renforcer l'autonomisation des exploitants, renforcer leur capacité de négociation. Et là, on est dans un projet qui vise à expérimenter cette démarche. Et évidemment, si cette démarche se traduit par des succès, si ça donne, bon, c'est un modèle qui se généralise relativement simplement. Alors, c'est un modèle intéressant pour les enseignements qu'il peut donner sur le renforcement de notre filière céréalière. Aujourd'hui, notre filière céréalière, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Non, est-ce qu'il y a des prérequis par rapport à cette question-là, justement, Hassan Ben Abdelrazek? Et si oui, quels sont les points d'inflexion, justement, pour les acquérir, finalement, ces prérequis? Écoutez, le prérequis est très simple. Il faut que ça soit une spéculation qui soit rémunératrice pour les agriculteurs. Je veux dire, les agriculteurs, c'est des agents économiques comme les autres. Ils prennent en compte, ils ont des facteurs limités. Je veux dire, ils n'ont pas autant de terres qu'ils veulent, et ils doivent décider quels assolements et quelle production y mettre. Et un des facteurs importants, c'est que ça soit rémunérateur pour eux en comparaison avec les autres spéculations qui peuvent conduire. Donc, c'est ce que le projet essaye de faire. Pour augmenter la rémunération des agriculteurs, il faut jouer sur leur coût de production, donc réduire par la mutualisation l'accès à la mécanisation, au stockage, etc. Améliorer le partage de la marge avec les triturateurs en créant des relations directes entre les groupements de producteurs et l'unité de trituration, ce qui permet un meilleur contrôle et donc un meilleur coût pour la logistique, et vous rétablissez de la profitabilité sur cette spéculation, qui est la condition préalable fondamentale. Alors, ça suppose quand même que l'État fasse un effort au niveau de la protection qu'il va donner. Aujourd'hui, les céréales sont relativement protégés. Je veux dire, avant cette flambée des cours, on avait des droits de douane de l'ordre de 50 à 100% sur les céréales. Vous n'avez pas de protection sur les oléagineux. Donc, c'est important de rétablir de la compétitivité et de la rémunération équivalente entre les céréales et les oléagineux. Et ça, l'accord qui a été signé dans l'interprofession permet de le faire. C'est-à-dire, l'État s'engage à payer une prime supplémentaire par rapport au marché mondial à travers l'industriel pour encourager, rétablir des prix relatifs qui fonctionnent à peu près correctement. OK ? Très bien. Dernière question, justement, par rapport à cette production des oléagineux au Maroc et par rapport à ce concept de territorialisation de la production de cette filière. Rapidement, si vous pouvez nous en parler, et surtout, comment cela pourrait également mettre à terme, bien sûr, mettre en avant cette filière en tant que filière génératrice de revenus et d'emplois dans ce monde rural? Alors, territorialiser, ça veut dire surtout faire
encourager la production dans les zones les plus favorables. C'est ça que ça signifie, et c'est un postulat de bon sens. Je veux dire, alors, on a beaucoup de filières territorialisées au Maroc. Je veux dire, la filière des primeurs, son bassin principal, c'est autour d'Agadir. La filière des agrumes a plusieurs bassins. La filière des fruits rouges est plutôt dans la région du Locos et un peu plus au sud. La tendance naturelle du développement de l'agriculture et des exploitations agricoles, c'est de converger progressivement vers une culture dominante ou une orientation technico-économique dominante. Okay, je veux dire, pour des raisons très simples. Lorsque vous produisez, vous avez besoin de services propres à la production et vous avez besoin d'une intégration au système de commercialisation qui fonctionne bien. Vous ne pouvez pas vous installer tout seul dans un coin, produire et espérer que vous allez trouver tous les facteurs de production complémentaires disponibles, que ce soit les services, les produits phytosanitaires, les engrais, etc. etc. Alors, ce processus de territorialisation, écoutez, il faut, dans le cas de la reprise des oléagineux, qu'il trouve sa place. Et il trouvera sa place dans les zones complémentaires aux céréales, c'est-à-dire dans les grandes zones céréalières marocaines. Je veux dire, il y aura une partie dans le Rharb, une partie dans la Chaouia, mais il faut qu'il fasse la preuve qu'il est capable de s'insérer de manière efficace et qu'il est capable d'assurer la rémunération des agriculteurs. Et donc, comme on est juste au début de ce processus, ça signifie mettre des projets pilotes, regarder quels sont les problèmes rencontrés au niveau des projets pilotes et élargir progressivement et mettre les projets pilotes dans les zones qui sont favorables. Très bien, je rappelle d'ailleurs cet objectif chiffré pour le programme Maghreb oléagineux, celui de 80 000 hectares d'ici 2030. Hassan Ben Abdelrazek, je réitère mes remerciements à vous d'avoir enrichi cette discussion ce soir sur Question Éco. Merci beaucoup de m'avoir invité et espérons le meilleur pour ce projet. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.